Stéphane Bloco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF Anjou et sur la chaîne YouTube de RCF Anjou pour ce grand entretien. Stéphane Bloco, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous signez, en collaboration avec votre collègue Renaud Etier, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'UCO d'Angers également, ce livre, Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance, aux éditions Artege. Alors depuis plusieurs années, vous sensibilisez à la question de la dangerosité pour le développement psychique, psychologique des enfants concernant la surexposition, leur surexposition aux écrans. Vous avez déjà écrit Le biberon numérique chez le même éditeur, Le défi éducatif à l'heure des enfants hyper connectés. Alors est-ce que consacrer maintenant un livre sur l'exposition à la pornographie sur les plus jeunes, est-ce que c'est dans la continuité de ce que vous faisiez déjà, des alertes que vous lanciez déjà? Tout à fait. Et c'est une forme différente de prévention, mais qui vient dans la droite ligne de tous ces travaux que vous avez précités. Il fallait faire ce focus sur l'exposition très particulière à l'écran, mais à un écran cette fois-ci lié à la sexualisation des mineurs, la manière dont on construit son identité sexuelle, dont on assoit ses bases dans le rapport à l'autre, et qui passe aujourd'hui, encore une fois, par les écrans, avec ce prisme, ce filtre particulier, qui est celui de la cybersexualité. Parce que auparavant, vous alertiez sur le problème d'exposer les enfants aux écrans, avec quel type de conséquences? C'était quoi les conséquences d'une exposition à un âge trop jeune des enfants? Principalement des phénomènes d'addiction, c'est-à-dire ce temps qui s'engouffre, cet immense réservoir de temps passé derrière les écrans dès le plus jeune âge, hein, puisqu'on parle aujourd'hui de ces mineurs de 13 à 17 ans qui sont rendus à entre 6h45 et 7 heures d'écran par jour en moyenne, des catégories de 8-12 ans qui dépassent les 5 heures par jour en moyenne, des enfants de 2 ans qui parfois sont à 3 heures d'écran. Et pourquoi c'est grave qu'ils regardent les écrans aussi longtemps que ça? À 2 ans, quand vous êtes 3 heures à regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder d'ailleurs? Je me demande, Peppa Pig, Choupi? Je ne suis pas certain qu'on va Les programmes construire éducatifs, un on pourrait vous individu, dire. bien entendu, un individu construit, un individu intelligent, un individu posé, un individu critique, quand on est écranisé aussi jeune et qu'on passe ses journées complètes derrière des écrans. Il faut quand même voir que le défilement morbide, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, le doom scrolling des mineurs, aujourd'hui les études sont claires. C'est quelque chose qui les déréalise, donc qui les fait... On connaît les conséquences Bien de sûr, ça maintenant? bien sûr. Je ne sais pas, sur leur développement psychologique, sur leur capacité à mémoriser, enfin, On ou peut même leur, dire que physiquement, al on voit déjà, je dirais, sur le plan darwinien presque, hein, on voit des évolutions, puisqu'on sait qu'ils ont perdu de la masse musculaire sur les 10 dernières années, nos ados. Et ça, c'est directement lié à la consommation d'écran, qu'on a des problématiques d'obésité, de problématiques de gestion du sommeil, de nervosité, des troubles de l'attention notamment. Tout ça, c'est acté. Je veux dire, on n'est plus dans ce vieux discours. Ça a commencé en 1998 avec Kimberley Young qui déjà alertait et qui nous disait dans 20-25 ans, vous verrez, il y aura des problèmes. Personne ne l'a cru. Aujourd'hui, on le sait, l'addiction aux jeux vidéo notamment, elle est reconnue comme une pathologie, comme une vraie addiction. La question de l'addiction sans substance, elle est établie. Elle était établie avant seulement pour le jeu en ligne ou pour les je sais jeux pas, le d'argent? tiercé ou les jeux d'argent. Voilà, on le sait aujourd'hui. Quelqu'un qui est vraiment accro notamment à la cyberpornographie, c'est aussi grave qu'une pathologie liée à une substance, en fait. Mmh. On a des phénomènes de dépendance, on est en souffrance quand on n'a pas eu sa dose Donc il y a le quotidienne. problème des écrans et en plus, il y a le problème de l'accès à la pornographie sans Oui, limite sur internet. Et oui, ça, c'est quoi les conséquences parce de que, ça? voyez-vous, ne serait-ce que notre site gouvernemental, jeprotègemonenfant.gouv.fr, qui d'ailleurs est très peu connu, alors que pourtant c'est une référence nationale, a lui-même séparé, alors c'est suite à nos travaux de chercheurs, bien entendu, on sépare bien je protège mon enfant des écrans, et vous verrez, il y a 2 parties, et je protège mon enfant de la cyberpornographie. Voilà, donc ça montre bien qu'il y a besoin d'une explication supplémentaire, ou en tout cas que les conséquences serait presque
plus grave, plus marquante, plus à long terme, quelque part, sur la construction de l'individu. C'est complexe de construire sa sexualité, et quand ça passe quasiment exclusivement par un modèle, celui de l'industrie du X, et c'est le cas aujourd'hui, qu'on a quitté les canaux traditionnels de l'éducation affective, etc., de ce qui se tenait avant dans le système éducatif, ce qui était relayé par les parents, ce qui se passait parce qu'on discutait avec des amis ou des copains. On n'a plus besoin de ces canaux-là. Aujourd'hui, le modèle, il est clair, c'est celui de l'industrie du X. Je dois faire ça. Je suis un être humain établi si je fais ça, ça, ça et ça, tel qu'indiqué dans le modus operandi des grandes plateformes du X. Et d'ailleurs, votre collègue Renaud Etiel disait dans un des passages du livre, de sous-culture porno, c'est devenu une culture, la culture en tant que telle. Même des enfants qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, ou des jeunes adolescents qui n'ont eu aucune relation sexuelle, pensent qu'il faut être capable de tout faire en termes sexuels, et c'est normal. Et c'est normal. C'est normal. Alors, c'est tout l'intérêt de ce livre, c'est qu'il va conjuguer deux spécialités. La mienne, celle de l'information et de la communication, où je vais établir un certain nombre de faits et puis les montrer avec force. Parfois, ça secoue un peu ce qu'on lit. C'est pour ça que vous donnez des conférences depuis 10 ans, plus de Tout à 10 fait. ans. Elles sont interdites aux mineurs. Elles sont interdites aux mineurs, Parce que vous montrez des choses. Conférence parentalité, voilà. Ouais. Et puis j'ai un temps de travail, mais là c'est du travail de recherche scientifique terrain, où quand je suis en train de travailler avec les élèves, je puise mon terrain. C'est là que je vais aller au-devant de l'oreille tendue, l'oreille du chercheur, en disant tiens, là ça bouge, là ils se sont déplacés, voilà. Mais le soir, les temps de parole avec la parentalité, ça me permet justement de faire la synthèse de ces travaux. Renaud, lui, est un professeur en sciences de l'éducation, donc il va apporter dans ce livre à chaque fois un format en hauteur, en disant voilà, attention, ce que va vous montrer Stéphane, c'est spectaculaire, ça fait peur, mais pas de panique. C'est un peu bad cop, good cop, vous voyez. Voilà, je malmène et lui rassure, en fait. Et si vous tentez de choquer un peu votre auditoire quand vous leur montrez peut-être des extraits de ce que les gens peuvent voir sur Internet, est-ce que vous les voyez, ces parents-là, choqués, surpris de ce que pourraient voir leurs enfants, ou ils sont quand même, ils savent déjà? Eh bien non, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est Ils ont l'effet... quel âge les parents qui viennent 40, à vos 30, réunions? 40, 50, mais avec des œillères. C'est-à-dire, vous savez, Ils c'est vont très... sur Internet aussi? Non, c'est très compliqué de mentaliser la sexualité de ces enfants. En fait, on n'a pas envie de se représenter la sexualité de ces enfants. Alors, je vous rassure, dans l'autre sens, non plus. Voilà. Donc, les enfants n'ont pas besoin et n'ont pas envie de se représenter la sexualité des parents. Et c'est même ça, c'est destructeur sur le plan psychique. En revanche, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que les parents n'ont pas vraiment envie de savoir ce que font leurs mineurs dès que ça parle de sexe. C'est très gênant. Et ce tabou, il est là, il est fort. Donc, évoquer la question de la cybersexualité, c'est très rare en famille, en fait. Parce que déjà, on va avoir peur peut-être de provoquer la première vision, en fait, en disant, si je me mets à en parler avec mon enfant, est-ce que je ne l'incite pas, quelque part, à y aller? Alors que, on le sait aujourd'hui, à 10 ans, 11 ans, on a déjà de la primo-exposition. Ils ont été en contact avec, ils ont vu. Alors, pas forcément avec le même degré, avec la même violence, avec la même fréquence, mais ils ont vu ou entendu parler d'eux. Donc, et pour certains, ils ont vu des images explicites. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez déterminé aujourd'hui. On n'est pas vraiment d'accord, les spécialistes, sur l'âge de primo-exposition. C'est déclaratif. Donc, les chiffres qu'on aura ne sont que déclaratifs. Mais on sait quand même que le collégien de 13-14 ans, il est immergé, profondément immergé dans cette image-là. Il en a une forte connaissance, on le voit, c'est établi dans le livre, avec un travail des infirmières scolaires, le travail de ceux qui les suivent au quotidien et qui ont les CPE, etc. On a ces retours-là. Donc le vocabulaire, les mimiques, la gestuelle, la manière de témoignent, tous ces paramètres, tous ces marqueurs forts témoignent de leur exposition forte pour certains, et de cette fameuse culture qu'on appelle celle de la génération YouPorn. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est quand même incroyable. Les enfants connaissent plus sur ce sujet-là que leurs propres parents. Bien sûr. C'est peut-être dû aussi à la révolution numérique et à l'arrivée d'Internet, qui est finalement assez récent. Ça se joue sur 1 ou 2 générations là, actuellement. Vous allez demander à un père de famille, une mère de famille, ce que signifie l'acronyme MILF.
il va vous regarder, il en a entendu parler peut-être dans un bar, voilà, mais l'enfant explose de rire et sait parfaitement ce que c'est. Et quand je dis l'enfant, ça peut être le jeune de 13-14 ans. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on me dise « mon ado de 11 ans ». Non, on n'a pas un ado à 11 ans, voilà. On a un enfant à 11 ans. Voilà. Et la conséquence du numérique, ça a été de vieillir ou de faire vieillir nos enfants plus rapidement que nature, en fait, ou que besoin. Stéphane Bloco, on peut lire dans l'introduction de votre livre, c'est assez d'ailleurs, vous êtes assez amer, vous partez du principe que le combat contre l'accès à la pornographie auprès des enfants est perdu d'avance. Que ça soit en France, en Angleterre, les pouvoirs publics ont tenté, ils n'ont pas réussi. Donc vous, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez nous dire que c'est dangereux, la pornographie, envers nos enfants, c'est ça? Ou vous voulez aller plus loin? Alors moi déjà, ce ne sont pas des constats comme ça que j'ai lus. J'ai fait partie des commissions. Donc j'ai commencé avec Laurence Rossignol à l'époque, sous François Hollande. Vous voyez, donc ça ne date pas d'hier. Et déjà, on levait le poing, on brandissait le poing dans tous les gouvernements en disant « avec moi, moi président, c'est terminé. Voilà, il n'y aura plus de pornographie ». Derrière, on a eu Sarkozy, Macron 1, Macron 2. De toute façon, tous ont hurlé en disant Marlène Schiappa, etc. Pas forcément la mieux placée, mais on a voilà, des gens qui faisaient des effets d'annonce en disant c'est fini. On l'a encore fait en décembre 2022. On a dit c'est fini. On va mettre du flou sur tous les sites. Les mineurs ne passeront plus. On va contrôler l'identité. Pure utopie. On n'a pas 50 solutions. Soit on supprime la pornographie pour les adultes, méthode chinoise, et puis on enlève tout en tête de réseau, et il n'y a plus de porno pour les adultes. C'est possible, hein, mais là, on a un problème. Il y a toujours moyen de contourner. Ça va être beaucoup Même dans les plus gouvernements compliqué. totalitaires, effectivement, ils y arrivent toujours. Compliqué. Et en plus, c'est illégal. Techniquement, il y a toujours un moyen de contourner un interdit, Vous savez, finalement. on le oui, sait. mais dans certains pays, quand c'est vous avez plus un dur, risque de effectivement. lapidation, pour ne pas les citer, c'est tendu quand même, hein, quand vous regardez de la pornographie. Vous êtes déjà moins open chez vous le soir. Hein. Donc, Mais vous y avez cru un temps ou pas qu'on pouvait non, interdire jamais, la propagation de mais la non, parce que pornographie? c'est le principe d'une vraie démocratie. C'est-à-dire que c'est pas là que ça va se jouer. Si on part de ce principe-là, quelque part, soyons clairs, il y a des mineurs qui boivent aujourd'hui, on le sait, qui boivent de l'alcool. Eh bien, terminé, on arrête l'alcool en France. Mais totalement. Prohibition, plus un adulte, plus une goutte d'alcool. On peut continuer sur la cigarette, etc. Vous voyez, donc si on est dans un pays où on ne peut plus boire d'alcool parce qu'on est adulte, plus avoir de cigarettes parce qu'on est adulte, plus regarder de pornographie parce qu'on est adulte, il y a certains pays qui font ça, mais là, on est dans des pays purement totalitaires. Donc si on veut un principe démocratique, c'est pas là que ça se joue. Donc on se cache derrière la liberté d'expression. Les géants du X, les géants de l'Internet se cachent derrière la liberté d'expression. Le véritable combat n'est pas là. En fait, on s'est braqué sur le contenu. Le vrai problème, c'est à quel âge a-t-on le contenant? C'est lui le canal. Par où regarde-t-il de la pornographie? Massivement, majoritairement, avec leur smartphone. Moi, je pose une question toute simple, et c'est ce que j'écris dans le livre. À partir de quel âge est-on censé avoir un smartphone? Un smartphone, pas un téléphone portable, pas cet outil de sécurisation qui permet d'appeler le bus, d'appeler ses parents quand on a raté le bus. Ça me paraît, il ne faut pas du tout remettre ça en cause dans un monde de communication. Par contre, je maintiens qu'à 10 ans, 11 ans, 9 ans parfois, 8 ans chez les CM2, j'arrive d'Annecy, j'ai fait des recherches sur Annecy parce qu'il y a un niveau de vie important et des parents aisés. Et là-bas, j'avais des chiffres effarants, c'est-à-dire des jeunes de CM1, CN2 qui ont des iPhone 13, 14, 15, etc. Haut de gamme, ils ont 8 ans, enfants. Donc évidemment qu'avec un engin comme ça dans les mains qui fait full option et qui est capable d'aller derrière accéder en quelques clics au monde entier, dont le monde des adultes, il ne faut pas se leurrer, ils contourneront. Ça, c'est facile à faire. Donc, je pense qu'il y a urgence, et c'est pour ça que je dis nous sommes en guerre, urgence aussi en disant là, la vraie guerre, elle n'est pas menée au même endroit. Vous voulez faire la guerre au contenant, d'accord, mais votre moyen de faire la guerre au contenant, c'est quoi? C'est de supprimer le smartphone pour... C'est très simple. Vous ne pouvez pas conduire un scooter avant 14 ans. On l'a déterminé, c'est la loi. Vous n'avez pas le droit d'avoir un smartphone avant... C'est pas un premier pas vers un État totalitaire? Absolument pas, absolument pas. On n'a pas hurlé à l'État totalitaire pour le smartphone, pour le scooter. On a simplement dit, un enfant de 12 ans, d'ailleurs, regardez, on a changé notre fusil d'épaule pour les trottinettes électriques. On a dit au départ c'est 12 ans, puis on a vu que c'était accidentogène, on a mis 14 ans. On l'a calé sur le scooter. Et il est, c'est presque, j'allais dire, c'est
de bon sens qu'un enfant de 11 ans ne peut pas conduire un scooter à pleine vitesse et en ville. Voilà, on a regardé ses capacités psychomotrices, etc. On n'a rien fait de tel pour le téléphone portable. D'emblée, il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de légifération. On a dit c'est open bar. Tu peux avoir un smartphone à 7 ans, 6 ans si tu veux, te promener avec ton iPhone 14. Donc vous attendez quoi alors des pouvoirs publics qui légifèrent là Absolument, absolument. sur J'attends que l'achat d'un smartphone par des parents pour un enfant? Absolument. Vous arrivez chez Orange ou chez n'importe quel constructeur, on vous dit, bah, écoutez, ça c'est les smartphones pour les moins de, et ça c'est le smartphone pour les plus de. Point. Et celui-là, toutes les fonctionnalités, celui-là ne les a pas. C'est tout. C'est simple, c'est efficace et c'est pas liberticide. Exactement comme vous arrivez dans un magasin de cycle, on vous dit, bah non, désolé, voilà. Alors rien n'empêche un parent aujourd'hui, rien, de mettre son enfant de 12 ans sur un scooter. Vous allez chez n'importe quel constructeur, 12 ans, il part à l'école avec. Ou donner une cigarette alors que c'est interdit à la vente pour un mineur. Voilà, reprenons le scooter. S'il y a un accident, que va-t-il se passer? On va vous dire, monsieur, dame, c'est illégal. Les assurances vont se retirer en disant que vous êtes hors la loi. Vous avez pris la décision en tant que parent de mettre votre enfant sur un scooter et vous savez que c'est illégal parce qu'on a légiféré. On peut prendre le même principe. Si vous avez offert un téléphone portable à un mineur de 12 ans, alors qu'on vous a dit en France c'est 14 ans, un smartphone j'entends, hein, voilà, et qu'il génère avec, je sais pas, une tentative de suicide, etc., chez une jeune fille parce qu'il a diffusé des images ou des choses incroyables. Ce sera dur à prouver tout de même. Ça serait pas si dur que ça. Ouais. Ça serait pas si dur que ça. En fait, les conséquences seront plus éloignées qu'un accident de scooter où là, c'est... Pas forcément. Voilà. Déjà, la responsabilité d'un accident, c'est compliqué aussi. Il y a des experts qui viennent. Donc, ça serait la même chose. Mais en toute façon, la première question qu'on vous posera, c'est, mais messieurs, dames, que faisait cet enfant de 11 ans avec un smartphone, alors qu'en France, nous avons légiféré. Aujourd'hui, il n'y a pas de légifération. Pourquoi alors, selon vous, on ne va pas vers cette légifération? Pourquoi les pouvoirs publics ne vont pas vers ça? Est-ce dû à la pression derrière des industries du X, extrêmement fortunées et puissantes, à cause des géants du X, de l'Internet aussi? J'y ai cru, mais pas du tout en fait. C'est beaucoup plus basique que ça. C'est que l'éducation, enfin les grandes décisions sur l'éducation, politiquement, c'est pas un bon calcul en fait. Parce que ça se voit une génération ou deux après. Voilà, donc en fait, on ne va pas vraiment tout de suite agir sur... Enfin, il y a des bras de levier plus spectaculaires pour un homme politique ou pour un gouvernement que voilà, la retraite, vous voulez dire qu'on a des politiques de gouvernement à la petite semaine? Au calcul, clairement, oui. Au calcul électoral. Et que le parent pauvre, quand même, à chaque fois, bah, c'est l'éducation, on le sait bien. On n'a pas vraiment envie de s'en emparer. C'est des décisions compliquées à prendre et à mettre en place. Et puis, ça fait liberticide, voilà. Pire encore, on a certains parents qui s'y opposent en disant « oui, mais je gère ». Non, là, je ne peux pas entendre ça. Pas après 15 années avec mon collègue de travaux où on voit bien que c'est un désastre, la gestion de ces outils, et que tous les scientifiques sont raccords pour le dire. Donc les politiques ne veulent pas s'en occuper parce que ce n'est pas bankable comme sujet? Absolument. Voilà. Donc... Absolument. C'est même dangereux parce que ça fait gouvernement autoritaire, justement. Ça fait on va brimer, on va priver nos enfants d'eux, on va... Et puis, attention, on est rentré aussi dans une ère de l'enfant roi. Donc ça aussi, ça pèse énormément. Il ne faut pas toucher à la liberté des enfants. Elle est presque plus importante que la liberté des adultes. C'est-à-dire que, comme si l'individu adulte s'était, j'allais dire quelque part, effacé au profit de la liberté de l'enfant. Il y a des livres, tu en voilà, sur les enfants rois, sur les enfants qui gouvernent, en fait, quelque part. On est en train d'y revenir un petit peu tout de même. Timidement. Le simple fait que vous le disiez montre que vous remettez en cause un petit peu... Moi qui suis en contact avec eux, timidement. Ils sont encore dans une forme de toute puissance. Et on sait que l'ensauvagement qu'on entend un peu partout, ce phénomène, il est aussi lié à ça. C'est-à-dire qu'on a donné toutes les cartes aux mineurs avec un retournement. C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas le droit à la parole, etc. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on leur a
tellement donné la parole qu'ils sont devenus maîtres du jeu, quelque part, et que cette liberté sacro-sainte, il ne faut pas y toucher. Mais les adultes sont en train de se rendre compte, là, progressivement, ces derniers temps, Mmh tout de même des ravages mh. de l'exposition à la pornographie sur les enfants, au vu des scandales qu'il peut y avoir, de viols perpétrés par des gamins de 11 ans, ça s'est déjà vu Tout à fait. dans les faits divers, ou d'autres cas comme ça. Donc on est en train de s'en rendre compte un peu des conséquences néfastes de la pornographie. C'est pas bien rapide, hein. C'est pas très véloce quand même, cette prise de Mmh. conscience, hein. Parce que moi, je vois surtout des mineurs qui, en levée de main, quand je suis dans l'établissement scolaire, sur ce terrain qui m'est cher, je vois des mineurs qui lèvent la main massivement en quatrième quand on leur dit qui a un smartphone. Et on a les quelques timides, 10%, même pas, qui n'osent même pas lever la main en disant ouais, je suis différent, on va me traiter de bolos, d'attardé, etc. Voilà, donc les parents, vraiment, il faut les libérer. C'est-à-dire que la majorité des parents me dit vraiment, j'achète un portable parce que sinon il sera différent de. Mais moi, j'ai pas envie. Moi, il n'aurait pas ce smartphone. Si ça ne tenait qu'à moi, il ne l'aurait pas. Je le fais pourquoi? Parce que je suis sociétalement obligé de, et avec la C'est pression dur de de. résister à cette Mais pression-là pour des complètement, mais parents, je ne pour des discute enfants aussi. même pas ça. C'est-à-dire que justement, il y a besoin de les libérer. Il ne faut plus leur donner le choix. C'est-à-dire que les parents, ils vont se retourner vers l'enfant en disant « Mais mon chéri, tu n'as pas le droit. Maman, je veux un scooter à 12 ans. Tu n'as pas le droit, mon Je veux chéri. dire qu'on pourrait se servir de l'argument de la loi, ça aiderait les parents. » Mais c'est même pas, ça aiderait, ça serait tranché directement. Je veux un scooter, tu ne peux pas. Je veux un smartphone, tu ne peux pas. Je veux être devant. Pourquoi? Mais enfin, je veux dire, qui a déterminé que c'était 10 ans, je crois, c'est ça, quelque part je crois que pour être devant dans les voitures, qui? À quel moment? On a bien légiféré. Mm. Et donc, ça veut dire qu'à 9 ans et 360 jours, ça va. Il y a 10 ans, on aurait passé devant comme un grand. Pourquoi? Pourquoi 10 ans? Parce qu'il y a des études qui ont été faites, etc. Donc, à quel moment on s'est inquiété de savoir si c'était bien ou pas? Enfin, et vraiment, quand je partais à l'école, vous voyez, à l'époque où vous partiez à l'école, on va faire ce petit jeu-là. Vous auriez demandé à votre maman, je vais prendre le smartphone de la maison. Il n'y en avait pas, c'est un téléphone portable. Puis vous mettiez dans le sac à dos, c'est un téléphone filaire. Voilà, Ouais. pardon. Il n'y a pas de téléphone portable, je voulais dire. Voilà, vous mettez dans votre sac à dos le téléphone de la maison, admettons, hein, c'est une image. Puis vous rajoutez le caméscope de papa, voyez, ou de maman, avec les cassettes. Vous partez à l'école, hein. Puis vous mettez en même temps, allez, c'est parti, l'appareil photo, réflexe. Puis vous mettez en même temps une Game Boy, important, indispensable. Puis vous rajoutez la télévision du salon. Et puis vous mettez en même temps un plateau de tournage complet avec tout ce qu'il faut pour diffuser en temps réel des vidéos à plus d'1 milliard de personnes sans aucun contrôle de qui que ce soit, YouTube et compagnie. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a mis dans les mains des enfants en exactement moins de 30 ans. Donc, c'est n'importe quoi, en fait. Donc Stéphane Bloco, vous nous dites effectivement que l'accès à la pornographie via les écrans sur les enfants, c'est extrêmement mauvais, c'est extrêmement dangereux, qu'il faudrait légiférer là-dessus. J'ai envie d'aller plus loin. La pornographie, c'est tout autant mauvais pour les adultes. S'il y a des conséquences psychiques pour les enfants, elles sont les mêmes pour les adultes, que ce soit des consommateurs comme des acteurs de l'industrie du X. Peut-être que vous avez d'ailleurs participé à la rendue de ce rapport qui a été présenté le 27 septembre 2023, présenté au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui disait que 90% des contenus pornographiques sur Internet relèvent de la criminalité avec des violences verbales et ou physiques, violences sexuelles, actes de barbarie, viols. Voilà, c'est quand même problématique, même pour la société en général. Est-ce qu'on n'est pas face, tout de même, avec cet accès à la pornographie pour tous, à un grave problème de santé publique pour toute la société? Alors, c'est un contenu d'adulte fait par des adultes pour les adultes. Donc déjà, on va différencier les choses. La question des mineurs, c'est la question du livre, et puis la question de la vie sexuelle des adultes, qui là relève de la responsabilité même des adultes en question, et les deux sphères doivent être totalement étanches.
Et je veux dire, la drogue, c'est interdit d'en fabriquer, Tout à fait. d'en Après, consommer. il faut quand même savoir que la Est-ce qu'on ne violence... devrait pas interdire Mais la attendez, la fabrication violence de la sexuelle, on n'a pas pornographie? attendu l'Internet pour le faire. J'allais dire que c'était pire avant. Les abus sexuels sur mineurs, à l'époque médiévale, on allait choisir n'importe quel jouvenceau, n'importe Mmh. quelle jouvencelle, et puis et voilà. Et l'inceste, c'était partout. On vous disait pas que et on c'était avait bien des enfants aussi. qui... Maintenant, Bien la sûr, société la fait que différence, c'est c'est devenu une qu'avant, culture. c'était réel, maintenant, c'est devenu virtuel. Donc, en fait, l'humanité, elle n'a pas changé par rapport à ça. Au contraire, on a basculé des violences réelles, c'est-à-dire que les viols à répétition, les barbares, les hordes de barbares qui arrivaient, à l'époque des Huns, on peut remonter très loin, où vous alliez violer tout un village. Et donc, cette humanité, elle s'est juste distanciée, en fait, si on le prend sur le plan communicationnel. Donc, on a virtualisé des choses que les humains faisaient avant, en vrai, comme on pourrait dire symboliquement, vous voyez. Mmh. Donc, on l'a passé en mode écran, en fait, cette barbarie, en fait, qui était réelle, qui était une barbarie physique, humaine. Eh bien, on l'a transposée dans une barbarie scénarisée, une barbarie distanciée, une barbarie sur écran. Mais ça reste de la barbarie, nous sommes d'accord. Mais on est en train de la normaliser, cette barbarie-là. Bien sûr, et c'est là où il faut tirer les signaux d'alerte en disant attention, la pornographie douce des années, et j'en parle dans le livre avec Renaud, 70, 80, elle était scénarisée, mais les scènes de violence étaient rares. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de contenus qui d'ailleurs étaient vendus sous le manteau, très mal diffusés, etc. Et puis il y avait le film pornographique qui avait une histoire, qui était scénarisée, et puis après on avait un acte sexuel explicitement établi. Voilà. On n'en est plus là aujourd'hui. On est dans une normalisation, mais vous savez... Mais ça vous inquiète pas, ça? Mais je ne le retrouve pas seulement sur l'image. Vous savez, le dernier prix Goncourt, c'est effrayant. Le concours des lycéens. Le concours des lycéens. Donc c'est un livre avec du aberrant. contenu ouvertement pornographique. C'est certainement pire que de voir des images. Je pense que la trace psychique de la lecture, relisez le fameux livre Incriminé, hein, je ne sais pas si on peut le citer, mais voilà. Je n'ai pas le titre dans ma tête, voilà. Mais j'ai entendu la polémique. Exactement, donc je ne veux pas revenir sur cette polémique, mais les parents et les auditeurs iront se renseigner, mais et je ne suis pas là pour ça, mais quelque part c'est aberrant, les bras m'en sont tombés. C'est-à-dire que quand vous lisez les contenus, ben c'est pire que YouPorn ou n'importe quel Pornhub. Mais pour autant, vous ne voulez pas vous lancer dans une croisade anti-porno? Absolument pas. Anti-écran? Alors, anti-écran, oui. Et pour les adultes, il faut même... on a toute une école de psychiatres ou de psychanalystes qui vous diront que ça a des vertus, la pornographie. Et quand on sait bien l'utiliser, parce qu'on n'est pas obligé de regarder que des contenus avilissants... S'il n'y a que des vertus à la pornographie, j'ai du mal à en voir, moi. Non, mais... Alors, je m'explique. Quand justement vous avez une sexualité humaine pauvre, qui n'a pas abouti, qui est presque, on va dire, contenue, il y a un risque. Il y a un risque de violence, de passage à l'acte. Il y a cet effet catharsis qui permet aussi de voir ou de se satisfaire de ces choses qu'on ne verra que sur écran. Et ça aussi, il y a des... Mais on pourrait vous répondre que peut-être que c'est la pornographie qui provoque aussi des viols, des actes de barbarie. Tout à fait. C'est le grand débat qu'on a eu avec les jeux vidéo. Est-ce qu'un enfant qui joue à des jeux vidéo de tir violent, ça va le rendre plus violent, lui donner envie de tuer, ou au contraire, lui donner satisfaction en ayant défoulé cette espèce d'adrénaline ou de testostérone, hein, parce que c'est plutôt masculin qu'on a envie de dégager sur ces jeux vidéo. On n'aura jamais la réponse. Là où je suis, avec Renaud, on est très clair. Oui, il y a un effet de banalisation des jeux vidéo violents sur la violence physique réelle. Plus, et ça on le sait aujourd'hui, on va jouer à des jeux violents, et je préviens les parents aussi, plus on va tuer sur Fortnite, qui est un simulateur de meurtre. Clairement, c'est un jeu vidéo, oh c'est mignon, on a des... Non, on passe ses journées à tuer des gens virtuellement. Donc plus on passe ses journées aussi à regarder ou virtuellement des actes sexuels, oui, ça va banaliser certaines formes d'actes débordants, d'actes criminels, en disant ça, c'est normal en fait, puisque tout le monde le fait. Ces gens-là le font. Il ne faut pas oublier que les gens qui le font, ils sont encadrés. Quand il y a une scène, la plupart du temps, elle est encadrée, sauf cas où on a des procès, etc. Mais il y a un encadrement, il y a un contrat qui est signé, etc. C'est du cinéma, malgré tout. Les scènes qui sont là sont jouées.
Ce ne sont pas des gens, on n'est pas dans le lit des gens, ce sont Alors, je des vous disais, acteurs. selon le rapport, 90% des Oui. contenus pornographiques relèvent de la criminalité. Bien sûr. Ça fait que 10% restants Non, très la scénarisés. criminalité, si on les prenait comme tels, c'est-à-dire, il faut bien relire, c'est pas ça qui est dit, c'est que si on jugeait la scène comme telle et que c'était pas des acteurs, ça relèverait de la criminalité. C'est pas la même chose. On dit pas que 90% des scènes qui sont tournées sont des scènes criminelles. On dit simplement que si ce qu'on voit, si c'était fait dans la vraie vie, c'est criminel. Stéphane Bloco, avant de se quitter très rapidement, on l'a compris, pour vous, pas d'écran avant un certain âge. Le législateur doit légiférer sur cette question-là. Le rôle des parents quand même, on ne l'a pas abordé, mais ça reste le dialogue finalement avec son adolescent. C'est ça la première chose à faire? Alors déjà, s'informer, être en veille. C'est pour ça que le dispositif pédagogique, quelque part, qu'on met en place avec Renaud, d'information, c'est-à-dire que nous sommes des chercheurs et on profite de ce temps de travail, de recherche, pour aussi mettre à disposition du grand public ce savoir et ces connaissances. Et c'est vrai que s'informer, c'est-à-dire que les parents ouvrent leur chakra très grand sur ce volet-là, en se disant que c'est pas rien quand même ce qui va se passer, que ça va conditionner la vie sexuelle de leur enfant et surtout le rapport à l'autre. J'y reviens, c'est très important. Donc ça veut dire qu'il va falloir franchement être capable de dialoguer, de discuter, mais pour ça, il faut être informé. Donc qu'ils se tiennent informés, qu'ils n'hésitent pas à aller voir eux-mêmes. C'est terrifiant ce que je dis, mais on ne peut pas mesurer la barbarie sans en avoir vraiment pris la mesure. Dans le livre, c'est un terme qui revient plusieurs fois, leur faire prendre la mesure. Quand on a fait voir à nos hommes politiques les scènes horribles qui ont eu lieu dans les conflits de guerre récents, on ne va pas revenir, mais on leur a imposé, on leur a dit venez voir. Voilà. Rappelez-vous de cette diffusion qui a été faite à nos hommes politiques. Du 7 octobre. Voilà. Est-ce que c'était nécessaire C'est une vraie question. Au départ, tout le monde était contre. Ils sont ressortis en disant j'avais pas pris la mesure. Voilà, j'avais pas pris la mesure de la barbarie. Voilà. Et je crois que les parents, ce qu'ils viennent chercher dans ce livre ou dans les conférences, c'est aussi qui les accompagnent, c'est ça, c'est de prendre la mesure et de se dire ah, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'aurai des billes pour pouvoir dialoguer, discuter, le vocabulaire, cette culture en fait, qui n'est pas la leur. Donc ça reste le dialogue. Exactement. Tout simplement après à discuter ouvertement avec leur enfant. C'est pas facile, on le sait. On n'a pas toujours les armes intellectuelles, les arguments pour. Renaud lui ajoute que entourer, envelopper l'enfant, et c'est important pour ça que ce livre est fait en deux mouvements. C'est-à-dire, voilà, il y a toujours les conseils derrière de Renaud, je vais essayer de les retranscrire en un instant. Lui, c'est l'enveloppement, c'est-à-dire qu'il dit attention, prendre soin de son enfant, développer l'estime de soi. Le discours de Renaud, en quelques mots, c'est de dire que plus l'enfant aura une bonne estime de lui-même, moins il sera perméable à ces contenus et à cette culture dégradante, en fait. Et que, en gros, ça ne sera pas satisfaisant pour lui, valorisant pour lui. Il vaut mieux que ça, en fait. Et si on arrive à développer ça chez l'enfant, je vaux mieux que ça, c'est de la malbouffe, en fait, de la sexualité. Ça existe, les copains en regardent peut-être, mais moi, j'ai vu, c'est fait, j'ai fait le tour. Voilà. Donc c'est grâce à ça que les enfants ne vont pas y rester. Une bonne estime de soi-même pour l'enfant. Capital. Comment l'aider alors en tant qu'adulte? En valorisant ce qu'il est, en ne s'arrêtant pas sur, et c'est le discours de Renaud encore une fois, sur ses compétences uniquement scolaires, en disant tu es un bon élève, un mauvais élève, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu vaux? Quelles sont tes compétences? Ce que tu fais dans ton développement artistique, culturel, personnel, tout ça, ça a de la valeur. Bon, tu as eu une mauvaise note en maths, en histoire, etc. J'entends bien, tu n'es pas le plus brillant des élèves, mais regarde tout ce que tu sais faire. Ça, c'est fondamental, déterminant. C'est quand on se retrouve malmené, au fond du trou, sans ce que Renaud appelle le sensible, l'univers du sensible. Voilà, c'est très présent dans les propos de Renaud dans le livre, et nous sommes deux à l'écrire, rappelons-le. Voilà, cet éclairage de Renaud, il est déterminant. Parce qu'il montre que ce n'est pas juste stopper le portable et terminer, et ça y est, on a réglé le problème. Et ce n'est pas parce que les mineurs de moins de 14 ans, 15 ans, je ne sais, n'auront plus demain accès au smartphone que le problème va s'arrêter. On n'est pas stupide, voilà, ce n'est pas aussi simple que ça, et le livre n'est pas aussi pauvre que ça. Voilà des mesures précises, mais voilà aussi un accompagnement nécessaire, parce que ils verront, si ce n'est pas chez eux, c'est ailleurs. Ils verront. Donc, il faut qu'ils soient armés psychiquement,
pour être capable de résister, de se distancier et de se dire ça, c'est pas pour moi en fait. Je n'y trouve rien de vraiment de nature à développer, en tout cas, l'être que j'ai envie de devenir. Je prends tout de suite votre livre, Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance, ou Parents, comment faire face à la pandémie pornographique. C'est paru chez Artege. Vous le co-signez, Stéphane Bloco, avec votre collègue Renaud Etier. Vous êtes tous les deux enseignants à l'Université catholique de l'Ouest. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Et Renaud Etier, professeur en sciences de l'éducation, donc à l'Université catholique de l'Ouest. Merci beaucoup, Stéphane Bloco, Merci beaucoup de d'avoir m'avoir reçu. participé à ce grand entretien sur RCF Anjou. Merci.